Dernière partie du Club Le Châtelier, 15h32. Nous sommes en direct évidemment. Bonjour Roselyne. Bonjour Bénédicte. Ça va bien ? Ça va bien. La semaine va être costaud, pleine de combats. Je reçois en effet Patrick Mignola. Il est député de la Savoie. Il a été élu sous la double étiquette La République En Marche et Modem. Il a exercé d'ailleurs de nombreux mandats locaux. Et il est l'auteur d'une tribune parue hier et qui a fait grand bruit puisqu'il appelle à une grande conférence sociale pour faire face à la grogne des Français. La grogne des Français. Bonjour Patrick Mignola. Venez donc vous installer sur ce plateau. Vous êtes face à Bachelot, comme on dit, on va dire face à Roselyne Bachelot. Pendant que vous vous installez, je vous propose de regarder un sujet sur justement cette grogne sociale et notamment cette potentielle convergence des luttes dont on entend beaucoup parler entre cette manifestation des Gilets jaunes qui a eu lieu ce week-end et cette fameuse manifestation et grande grève qui se prépare pour le 5 décembre. Regardez, c'est Antoine Bourdarias qui nous a préparé cela. Depuis Dakar, Édouard Philippe n'a pas vraiment pu échapper aux questions sur ce nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Sa réponse est claire. Face à un climat social tendu, l'exécutif compte bien maintenir le cap de ses réformes. Si l'on ne transforme pas notre pays, alors il est immobile et dans une situation dangereuse. Cette volonté de transformer, elle est évidemment intacte. Ce premier anniversaire n'a pas permis de faire converger les colères qui agitent le Front social depuis plusieurs semaines. Et pourtant, certains Gilets jaunes espèrent bien une coagulation des luttes pour le 5 décembre. Ça serait bien de voir les Gilets jaunes, de voir les enseignants, de voir le personnel hospitalier, de voir tous les gens qui sont mécontents de cette situation et qui n'en veulent plus venir aujourd'hui braver le pavé. Une convergence souhaitée par Jean-Luc Mélenchon. La grève a lieu le 5, c'est un jeudi. Et le samedi, il y aura à nouveau une grande marche des Gilets jaunes. Par conséquent, j'espère que le samedi aussi, ceux qui auront été dans la lutte le 5 viendront aussi le samedi dans la rue. Et vertement dénoncé par la porte-parole du gouvernement. Pour un certain nombre de personnes, la coagulation des conflits est en quelque sorte la martingale. Le meilleur moyen de contribuer à alimenter le désordre dans notre pays. Plusieurs collectifs de Gilets jaunes ont en tout cas déjà fait savoir qu'ils seront présents dans la rue pour le 5 décembre. Aux côtés des autres manifestants. Patrick Mignola, on va parler, vous allez débattre avec Roselyne de cette potentielle convergence des luttes. J'ai juste une question pour vous d'abord, puisque la semaine dernière, vous avez dit on ne tiendra pas 15 jours, la majorité ne tiendra pas face à 15 jours de contestation. Vous l'avez dit notamment au gouvernement. On vous a reposé la question ici, d'ailleurs c'est Adrien Borne qui vous a reposé la question. Est-ce que vous le pensez vraiment ? Vous avez dit oui. Et donc je voulais vous demander, est-ce que vous n'agacez pas un peu le Premier ministre ? Parce que j'ai lu que vous alliez le voir demain, vous êtes convoqué... Ah non, je ne suis pas convoqué. On a le petit déjeuner de la majorité, comme tous les mardis matins à 8h30. En général, quand le Premier ministre veut me dire quelque chose, y compris de désagréable, il peut m'appeler. Donc, mais il vous l'a dit ? Il vous a dit quelque chose de désagréable ? Non, parce que je l'ai appelé vendredi, bien sûr, pour lui parler de l'initiative qu'on prenait avec mes amis centristes, Hervé Marseille et Jean-Christophe Lagarde, pour demander une conférence sociale. Oui. Parce que justement, la question, ce n'est pas la question de la majorité. C'est est-ce que la France peut tenir 15 jours ou 3 semaines d'une contestation où apparemment beaucoup d'extrémistes, d'extrême droite, d'extrême gauche... Donc vous n'avez pas été engueulé par le Premier ministre et il ne se prépare pas à vous engueuler. Bon, non, bien. Je crois pas. Mais il a le droit de m'engueuler au demeurant. Le Modem soutient loyalement la majorité, peut avoir une liberté de parole. Quand on doit se faire engueuler, on s'engueule, mais en général, on le garde entre nous. Les mots doivent aller jusqu'où va la pensée. Alors je voudrais en revenir un petit peu au fond de cette affaire, parce que dans cette tribune que j'ai décortiquée, vous commencez par rappeler le bilan du gouvernement et d'une majorité dans laquelle vous êtes. Baisse d'impôts sans précédent, baisse des charges salariales, prime d'activité, prime Macron, heures supplémentaires défiscalisées. Vous signalez que les clignotants économiques sont au vert. Et pourtant... Les gilets jaunes qu'on a, qu'on a interrogés... Mais pas que d'ailleurs, pas que les gilets jaunes, mais c'est vrai que ceux qu'on est allés voir dans la rue samedi disent le gouvernement il peut nous dire ce qu'il veut, nous on ne le voit pas, écoutez. Nous, ce qu'on veut, c'est davantage de justice, de la justice sociale, c'est-à-dire pour toutes les catégories de la population, soit qui travaillent et qui n'ont pas un salaire suffisant, soit pour ceux qui vivent de minimums sociaux. Donc les 17 milliards qui sont annoncés, c'est absolument pas à la hauteur. Alors, moi, en entendant les revendications, il y en avait bien d'autres, on avait le sentiment qu'il y avait des revendications qui dépassaient tout cela. Il y a une volonté de renverser le régime. Vous donnez 17 milliards, on dit on voit rien, peut-être avoir des lunettes un petit peu avec des foyers renforcés. Vous allez donner 34 milliards, 68 milliards, ils verront toujours rien, ça servira à rien. Ben oui, Mme Bachelot, parce qu'il ne s'agit pas que d'argent. Il s'agit de reconnaissance des Français dans leur diversité, dans leur singularité. Et de Français qui ont envie de vivre de leur travail et pas seulement d'aide. Moi, je pense que le président de la République
a très bien fait d'ouvrir le portefeuille de la France le 10 décembre dernier. D'abord parce qu'il fallait arrêter la crise des Gilets jaunes qui était insupportable. Et ensuite parce qu'enfin, effectivement, on a baissé les impôts fondamentalement dans ce pays. Et on a apporté de la prime d'activité qui permet à 5 millions de Français aujourd'hui quasiment de vivre mieux. Vous savez, quand vous leur donnez la prime d'activité, vous leur permettez de mieux vivre, vous leur permettez de payer une partie du loyer, mais vous leur dites aussi que leur travail, les efforts qu'ils font tous les jours, ne suffit pas pour qu'ils payent le loyer. Et donc, à la fois, il faut de l'argent, parce qu'en plus, il y a plein d'enjeux qui sont devant nous, on le voit tous les jours sur vos antennes. Si on veut que les Français fassent la transition écologique, il faudra qu'ils puissent se loger mieux, se déplacer mieux, manger mieux, et ça coûte de l'argent. Mais il s'agit aussi de reconnaissance du travail. Moi, je suis persuadé que... Il n'y a pas que la reconnaissance du travail, il y a l'augmentation des minima sociaux, il y a des politiques sociales quand même, il y a des revendications de politiques sociales qui sont massives dans un pays quand même qui cumule 15% des dépenses sociales de l'ensemble de la planète pour 0,9% de la population. Oui, mais ça, c'est le pacte social français. Non, mais attendez, c'est pas une critique. Moi, je constate des chiffres. Je ne porte pas de jugement de valeur. Mais le besoin des Français, c'est de pouvoir se retrouver autour d'un projet collectif. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de petits foyers, et puis on parle de la coagulation de ces foyers. Il y a plein de petits foyers. Et vous croyez qu'il y a un projet collectif possible entre M. Mélenchon et vous ? Eh bien, je crois qu'il y a un vrai projet collectif national qu'on peut réinventer. Et ce projet collectif, c'est de se dire, dans un capitalisme à la française, un capitalisme social. Parce que ça, c'est un des combats de la famille du centre depuis des années. Oui, c'est aussi un combat de la famille gaulliste. Voilà. Et donc, vous voyez, on peut se retrouver sur plein de sujets comme cela. C'est comment on équilibre la richesse d'un pays entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Au fond, les Français, ils ont plutôt raison. En 10 ans, il y a eu 7 fois plus de rémunération du capital que du travail. À chaque fois qu'il y avait 8 euros de richesse de plus qui arrivaient dans le pays depuis 10 ans, il y avait 7 euros qui allaient vers la rémunération du capital et 1 euro vers le travail. Et pourtant, je ne sache pas qu'il y a 10 ans, nous étions dans un pays communiste. Enfin, vous vous en rappelez au demeurant. Enfin, on est dans un pays étatique, oui. On est dans un pays qui était étatique, probablement trop. C'est peut-être la raison pour laquelle, de temps en temps, les réformes ne sont pas suffisamment appliquées sur le terrain, parce que la question salariale, elle pourrait être mieux appliquée aujourd'hui. On a donné les outils aux entreprises. Ils peuvent passer des accords d'entreprise, des accords de compétitivité pour payer mieux les salariés. On a, à travers la loi Pacte, donné la possibilité de faire plus de participation, faire plus d'intéressement. Et aujourd'hui encore, il n'y a que 1,5 million de salariés en France qui bénéficient de la participation. Alors, il ne s'agit pas de dire, tiens, on va augmenter les salaires partout, et moins encore dans les entreprises en difficulté. Mais à chaque fois qu'on gagne de l'argent, mais partageons-le entre actionnaires et salariés. C'est très intéressant ce que vous dites. Tout ce que vous dites est intéressant. Justement, sur la participation, ou sur évidemment ces mesures qui faisaient la base du gaullisme social, on voit que les syndicats ne sont pas du tout d'accord. Vous avez des ennemis à l'intérieur même de cette volonté d'un capitalisme à visage humain, parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que les salariés participent au capital de l'entreprise, parce qu'ils disent c'est la meilleure façon de désarmer les luttes. Donc vous avez en face de vous une majorité syndicaliste qui d'abord est très faiblement représentative. On peut peut-être voir on va regarder le taux de syndicalisation. Le taux de syndicalisation. Voilà, non, on l'a pas, c'est pas grave, il va arriver. 11% de salariés sont syndiqués. Le Wizari. C'est un chiffre chute. Oui, des syndicats qui sont très peu représentatifs et des patrons auxquels les Français ne croient pas, ils les pensent comme ils les voient comme des goules assoiffés de sang. Alors que c'est faux. Alors que ça ne se passe pas comme ça dans l'immense majorité des entreprises. Ça se passe pas comme ça. Pour la majorité des PME d'ailleurs en France. Mais vous dites très bien les choses sur les syndicats. D'ailleurs, nous, on interpelle certes le gouvernement, mais on interpelle d'abord les acteurs sociaux. Une conférence sociale, c'est mettre tout le monde autour de la table. Et c'est normal que les syndicats, au fond, veuillent défendre des intérêts catégoriels, se fassent les porte-parole d'une colère sociale. C'est parfaitement légitime. Ça fait partie de leur job aussi, on le reconnaît. Mais il faut aussi que les syndicats puissent reconnaître qu'on est dans une période où on sent mal le terrain, où on sent une instabilité sociale. Et ils ont cette responsabilité-là aussi. Nous, on leur dit, et on leur tend la main. On dit, mais mettez-vous autour de la table. Si vous laissez le gouvernement face à la rue, effectivement, vous pouvez peut-être avoir votre fonds de commerce qui permet de s'énerver, de se mettre en grève à période régulière, mais vous ne réglez pas le problème. Non, mais c'est ça l'enjeu pour les syndicats maintenant, qui sont plutôt pas en bonne posture, qui ont été ignorés par Emmanuel Macron pendant longtemps, et donc leur enjeu, c'est le 5 décembre. La conférence sociale, ça les... Ils sont battus. Il y a un an, Laurent Berger, au tout début de la crise des Gilets jaunes, avait fait la proposition
d'une grande conférence en décembre sociale l'année sur les dernière. salaires. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi je veux en venir au fond. C'est-à-dire que la grande conférence sociale, d'abord, elle est avec des partenaires largement discrédités et dans lesquels les Français ne se reconnaissent pas. Les Gilets jaunes l'ont dit d'ailleurs. Ils ont conspué les syndicats. C'était très intéressant à entendre. Et il n'y a eu aucune convergence. Donc, vous allez creuser avec ça les différences, les fractures entre les Français. Il y a des entreprises qui pourront donner des augmentations de salaire. La prime Macron, ça a touché 25% des gens, ce qui veut dire que 75% des gens n'ont rien vu. Et puis, comment vous allez pouvoir éviter que cette augmentation salariale, elle ne soit pas demandée par une fonction publique ? Il faut d'abord s'adapter. Alors, si on prend le privé, après on parle du public. Si on prend le privé, quand vous êtes dans une petite entreprise, vous pouvez monter un accord d'entreprise de compétitivité. Et aujourd'hui, l'intéressement des salariés, il peut être fait dans les petites entreprises. Il est obligatoire à partir d'un certain nombre, mais il peut être fait dans les petites entreprises. Et en réalité, dans les petites entreprises, dans une petite entreprise de plomberie, dans un petit commerce, on a d'ores et déjà des patrons qui, en mobilisant leurs salariés, jouent avec les primes parce qu'ils vivent avec eux au quotidien. Mais est-ce qu'il n'y a pas, un problème excusez-moi, je vous coupe, mais de calendrier, parce que vous dites qu'il faut une conférence sociale avant le 5 décembre pour essayer de couper les ailes de ce mouvement Non. Alors, le but, c'est surtout pas de couper les ailes. Il faut que le 5 décembre, la colère, l'angoisse, l'inquiétude qu'a envie de s'exprimer dans le pays s'exprime. Enfin, il faut bien qu'on en sorte. Parce que d'abord, ce n'est pas l'intérêt des salariés qu'on revive encore une large période de chaos. C'est évidemment pas l'intérêt des entreprises. Sur l'emploi du mouvement des Gilets jaunes, c'est plutôt une catastrophe. Ouais. Moi, je suis très surpris depuis 24 heures qu'on a sorti cette tribune dont on ne pensait pas qu'elle serait une si énorme contribution au débat, avoir un tir de barrage, y compris des grandes entreprises. Écoutez, les grandes entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin d'attirer des capitaux. Pour attirer les capitaux, il faut effectivement bien les rémunérer. Mais pour être sûr d'attirer les capitaux et surtout de les garder dans la durée, c'est d'éviter l'instabilité sociale. Et de la même façon, est-ce que c'est l'intérêt des syndicats de continuer à mettre le pays dans la difficulté ? Si aujourd'hui on a des problèmes dans les hôpitaux... Je dis, c'est leur intérêt. On a des syndicats qui ne sont pas à l'allemande, des syndicats de dialogue et de négociation. On a des syndicats qui sont des syndicats politisés, qui ont un projet politique, qui n'est d'ailleurs pas un projet politique caché, c'est un projet politique affiché. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient intérêt à ce que le pays marche bien ? Mais moi, je pense qu'on peut faire une différence. D'abord, moi, je respecte tous les syndicats, quels qu'ils soient, et même les plus contestataires d'entre eux. Mais je sais qu'il y a aussi des syndicats responsables. J'ai parlé de Laurent Berger tout à l'heure, mais vous pouvez aussi travailler avec l'UNSA, vous pouvez travailler avec la Fédération hospitalière de France, avec les syndicats du monde de la santé, avec des syndicats étudiants, parce que tout le monde n'est pas dans la provocation qui est celle de l'UNEF. Et en mettant ces gens-là autour de la table, vous savez, en 1968 finalement, comment on avait réglé cette question-là. C'était en mettant tout le monde autour de la table et avec un moment social où, pour autant, on n'avait pas du tout l'impression que les syndicats pouvaient négocier. Donc, j'appelle à la responsabilité parce qu'on est tous la France. On est tous la France. Il vous dit quoi, le Premier ministre, là-dessus ? La structuration du mouvement social et politique n'était pas la même. Qu'est-ce qu'il vous dit, le Premier ministre ? Le Premier ministre... Vous lui dites ça ? Parce que vous lui en avez parlé, vous me disiez, vous l'avez appelé vendredi pour lui dire, voilà, on va faire une... Bien sûr, le Premier ministre, il voit bien qu'on a besoin de sortir de cette période où, sur chaque sujet, on a accumulé trop de retard dans le pays. Nous, on prend notre part. Ça fait 2 années qu'on est là et peut-être qu'on aurait dû faire mieux, qu'on n'a pas fait tout assez bien et assez vite. Mais quand vous voyez les besoins qui se sont accumulés dans le monde de la santé, quand vous voyez les besoins qui se sont accumulés dans le monde des universités, les besoins qui se sont accumulés dans le monde des entreprises pour la transition écologique, tout ça, ce sont des dizaines de milliards d'euros. Et pour reprendre le mot de mon ami Jean-Louis Bourlange, en fait, c'est même à l'échelon européen aujourd'hui qu'on aurait besoin de réfléchir à ce que sont tous les besoins sociaux dans les pays d'Europe pour arriver à les trier. Et pour les trier, on fait comment ? On laisse le gouvernement face à la rue ? Et on se retrouve dans la situation de l'année dernière, où on tend la main à la représentation syndicale et on leur dit « faisons la conférence sociale ». Parce que, écoutez-moi, je viens tous les jours, je travaille ici sur ce plateau. Tous les jours, je vois des gens qui réclament de l'argent. Bon, alors, aujourd'hui, c'était les ponts. Évidemment, il y a ce drame épouvantable de ce cas tragique avec au moins une ou deux personnes. Une jeune fille, en tout cas. Une jeune fille décédée et sans doute le chauffeur du camion. Le gouvernement est mis en cause. On ne fait pas d'investissement sur les fonds. On ramène les ponts, on ramène les ponts. On ramène les infrastructures. On nous parlait de salaire étudiant suite à un drame aussi.
ici la semaine dernière. On voyait défiler l'hôpital. On avait rallongé 750 millions. Ça suffit pas. Il faut embaucher, il faut moderniser. Tous les jours, on voit une demande dans un pays qui est super endetté, où les déficits galopent. On sort aujourd'hui le nouveau rapport du corps sur les retraites. Monsieur Berger, dont vous louez la sagesse, il nous a dit il n'y a pas de problème sur le financement des retraites. Pas de chance. Alors qu'il y en a. Le manque, le besoin de financement va être entre 8 et 15 milliards, c'est-à-dire pire que ce qu'on avait imaginé. Mais vous allez faire comment ? Oui, nous ne sommes pas dans un pays où on va pouvoir réduire la dépense publique et la dépense sociale. Si en revanche vous voulez réduire le pourcentage de dépenses publiques et de dépenses sociales dans le pays, il faut faire augmenter la croissance. Et on n'a jamais vu meilleur levier dans toutes les entreprises que je connais, et j'en ai dirigé une pendant plus d'une quinzaine d'années. Oui, j'ai vu ça, qui s'appelle Mignola, d'ailleurs. Qui s'appelle Mignola, d'entraîner les salariés. Parce que le meilleur levier de croissance, c'est précisément des accords de compétitivité avec les salariés, mais il faut qu'ils sentent que l'investissement qu'ils mettent dans une entreprise, l'énergie qu'ils mettent dans une entreprise, ils en retirent une récompense. Donc c'est bien un New Deal social qu'il faut inventer, évidemment. C'est de pouvoir se dire que si on reste dans un pays où on se subdivise tous les uns les autres et qu'on continue à s'affronter comme ça, très bien, on continuera de ne pas avancer. Moi, je pense que la France est en train de réussir. C'est-à-dire, pour la première fois, on a une croissance qui est supérieure à celle d'autres pays en Europe. Mais il n'y a pas que des salariés en France, il n'y a pas que du secteur privé en France. Alors aussi justement, prenons le public. Fonction publique. Prenons le public, parce que tout à l'heure, on allait en parler. Vous voyez, j'évoquais ça avec un des ministres du gouvernement par téléphone tout à l'heure. Un des combats de sa vie, c'était justement de développer, dans la ligne du gaullisme social, la participation des salariés. C'est vrai que depuis cette très belle idée qui a été développée sous Georges Pompidou. Pompidou. C'est même au lendemain de la guerre. Vous voyez comment ce pays, 50 ans après, n'a pas développé cette belle idée du partage de la rentabilité entre capital et travail. Et qu'ils n'en ont jamais voulu. Et donc c'est bien à eux qu'on s'adresse plutôt qu'au gouvernement. C'est pour ça qu'à mon avis, je n'énerve pas tant que le Premier ministre que vous le dites, Madame Le Châtelier. Et pour le secteur public, mais nous pouvons faire la même démarche. On a demandé au secteur public des efforts de compétitivité qui étaient très importants. Moi, j'ai été maire 20 ans. J'ai connu la baisse des dotations aux maires 2 années de suite sous le gouvernement Hollande. Ça a été terrible, les efforts de compétitivité. Et là, c'est un vocabulaire d'entreprise. Vous aviez de la marge. Dans une mairie. Vous aviez de la marge. Chez moi, pas tant que ça. mais moi, je défends toujours je défends toujours les fonctionnaires de terrain parce qu'on dit plein de mal d'eux et puis finalement, on se rend compte de plus en plus qu'on a besoin d'eux. Et ils ont fait d'énormes efforts pour qu'on maintienne le même niveau de dépenses dans la commune. Ils auraient pu être récompensés aussi par une forme de participation, parce que ça, c'est pas de l'argent en plus. C'est de l'argent qu'on a économisé et qu'ainsi on peut redistribuer. Donc, tout n'est pas dans la dépense. Tout est dans la capacité aussi de croissance ou de meilleure organisation s'agissant du secteur public. Et à la fin, moi, je préfère que les gens vivent avec plus de feuilles de paye plutôt que systématiquement, via la feuille d'impôt ou via la feuille d'aide sociale, ce soit le gouvernement qui les aide. Oui, mais ce qu'on a le sentiment, c'est que dans vos propositions, qui sont évidemment très intéressantes, mais quand je vois défiler Pascal Perry rejoint, je sens qu'il va être d'accord avec moi. Je vous prends en otage, Pascal. On veut calmer la grogne sociale par des douceurs qui sont tout à fait légitimes. Moi, je comprends tout à fait les personnels hospitaliers qui défilent, mais que cet argent, on aurait intérêt à le mettre vraiment dans l'investissement, dans la formation professionnelle, dans la modernisation de nos hôpitaux, qui ont un immobilier qui date du 18e ou du 19e siècle, qu'il peut adapter au monde moderne, et qu'on va jouer le court terme, une fois de plus, au lieu de jouer le long terme. Le pansement sur la jambe de bois. Je crois qu'il faut les deux. Parce que dans les hôpitaux aujourd'hui, vous avez raison de dire, et c'est ce qu'on a voté à l'Assemblée nationale autour d'Agnès Buzyn, et on a essayé de redonner une perspective à 10 ans pour le monde de la santé. Mais pour les urgences de l'hôpital tous les jours, c'est forcément des lits en plus et c'est forcément des recrutements en plus. Des lits changés, pas des lits en plus, des lits en moins, mais des lits adaptés au vieillissement de la population. Et puis des systèmes informatiques dans les hôpitaux qui permettent de mieux les attribuer, parce que parfois il en existe et puis on ne sait pas où ils sont. Moi j'ai l'impression, je vais vous dire la vérité pour reboucler avec ce que disait Bénédicte au début, j'ai l'impression en fait que vous avez une trouille bleue et que vous êtes prêt à tout lâcher. Alors vraiment, vous voulez que je vous dise vraiment ? Oui. Eh bien oui, j'ai la trouille, parce que je ne veux pas que mon pays se retrouve en instabilité sociale. Mais en revanche, il ne faut rien lâcher, parce que si on ne continue pas de réformer ce pays, et si par exemple
on reporte au calendrier grec la question des retraites. Moi, je pense qu'on ne réformera pas d'ici 2022. Et qu'est-ce qui se passera? Madame Le Pen sera élue. Et ça aussi, c'est un des combats de ma vie. Je ne veux pas que ce pays bascule dans l'extrémisme parce que l'instabilité sociale sera passée par là. Bon, vous allez peut-être en parler avec le Premier ministre alors demain pendant votre petit déjeuner dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Avec plaisir. Ça va Pascal?